Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles dans cette ambiance un peu sombre de conseil de guerre parce que ça correspond vraiment parfaitement à l'actualité, ce changement de décor. On va l'égayer un peu, on va essayer de mettre des trucs un peu plus gais sur les Oui, murs. ben voilà, on rajoute un petit peu de déco à droite à gauche, voilà, ça va évoluer un petit peu. Mais donc, pour la deuxième fois d'affilée, on va parler à peu près que de l'Ukraine et de la Russie, parce que sinon, les autres actualités, en somme, c'est que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont réussi à avoir leur parrainage grâce à François Bayrou et sa réserve de parrainage. Donc voilà, miracle, la démocratie est sauvée, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin voilà, on va pas disserter 2 heures là-dessus. L'Ukraine et la Russie, c'est une question qui en ouvre vraiment beaucoup d'autres. Donc d'abord, je voudrais faire une petite mise au point militaire, un petit peu tactique. Donc au moment où on enregistre, là on est le 3 mars donc 2022. Et donc l'état des lieux, c'est que en gros, l'armée a bien progressé donc à l'est, au nord vers Kiev, en partant de la Biélorussie, et au sud, en liant tout ce qui est Crimée et justement le Donbass. Donc on est dans une situation où tout ce qui est combat de campagne, ça s'est un petit peu... ça a diminué, et là on s'apprête à assister au siège donc, de 3 grandes villes que sont Kiev, donc la capitale, Mariupol au sud-est, et Kharkov plutôt au nord, est-nord-est. Donc, est-ce que pour vous, c'est une campagne militaire qui patine? Est-ce que vous trouvez que le rythme des armées russes est un petit peu décevant par rapport à la réputation, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre? Oh, les Russes n'ont jamais eu une réputation de grande rapidité dans le domaine de l'armée. Ils ont toujours eu une réputation de rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se mettent en route, ils sont difficiles à arrêter. Mais les Allemands avaient des réputations de blitzkrieg, de campagne extraordinairement rapide, avec des gens qui étaient dopés pendant 3 jours dans des chars qui ne dormaient pas. Mais les Russes, non. Mais en plus, pour porter ce jugement, il faudrait savoir quel est le plan de départ. Oui. Moi, le plan de départ, il me semble, je peux me tromper parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, inutile de vous le dire, mais il me semble que c'est plutôt de détruire tout le potentiel industriel, pas industriel, mais en tout cas militaire de l'Ukraine. Et une fois que c'est fait, de rester sur place et d'attendre que des négociations aient lieu, quoi. Tout à fait. Ce qui est en train de se dessiner, c'est en gros l'annihilation maximum de toute l'armée régulière ukrainienne pour voir ensuite peut-être entrer en négociation et pouvoir obtenir beaucoup plus de choses, ou alors écraser une énorme partie du territoire. Ce qui me semble pas le but, parce que d'abord l'Ukraine est un très grand pays, enfin de par la taille, puis il y a 40 millions de personnes, puis à peu près la moitié de la population qui n'a pas envie d'être russe. Donc si vous voulez, c'est bien joli de prendre un pays comme ça, mais ensuite il faut l'occuper. Et l'occuper, c'est toujours une guerre d'occupation. On sait comment ça commence, mais ça se termine rarement bien, quoi. Enfin, les Américains n'ont pas réussi en Irak, ils n'ont pas réussi en Afghanistan. Je veux dire, il y a peu d'exemples dans l'histoire récente de guerres d'occupation qui ont réussi. Et je ne pense pas que ça a échappé à Poutine ou à l'état-major russe. Donc, moi, à mon avis, ce qui doit se passer maintenant, d'ailleurs, ils ont assez peu attaqué dans le sud-ouest, où il y a toutes les populations non russes. Dans le fond, ils ont attaqué pour protéger un petit peu l'espèce d'arc de population russe qu'il y avait autour de la frontière russe. Et ils vont essayer de dire, on va essayer de rendre ça indépendant, puis peut-être d'obtenir la neutralité de l'Ukraine, et puis voilà, quoi. Tout à fait. Après, il y a dans des plans militaires qui ont été diffusés, on ne sait pas s'ils sont vrais ou faux, mais enfin, il y a donc le plan militaire qui est connu de tous, où il y a tous les mouvements qui sont aujourd'hui rendus publics, mais il devrait y avoir dans les jours ou semaines qui viennent une attaque également dans le sud-ouest, donc une attaque amphibie vers Odessa, qui devrait remonter ensuite plus vers l'ouest, vers la Transnistrie, donc qui est une région assez russophone de la Moldavie. C'est une possibilité. En tout cas, il y avait une photo qui est sortie avec Loukachenko, le président biélorusse, qui était sur un tableau qui montrait la stratégie militaire. Alors, je ne sais pas comment est sortie cette photo. Elle date peut-être d'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, parce que j'en sais rien.
Parce qu'il y a toute une série, j'ai vu, quand vous avez une guerre, vous avez un travail énorme de désinformation qui est fait. Donc j'ai vu des spécialistes militaires qui m'expliquaient que les tanks qu'on voyait brûler ou les camions qu'on voyait brûler, etc., c'était des camions des tanks qui n'étaient plus en service dans l'armée russe depuis longtemps. Donc c'était des images d'archives. Donc on doit nous filer des images d'archives en nous expliquant que c'est ce qui est en train de se passer. Donc la première victime en cas de guerre, c'est la formation. Hein. Tout à fait. Et ceux des deux camps, sauf que le camp ukrainien, c'est celui qui communique le plus. Et donc il y a plusieurs légendes qui ont été forgées déjà en l'espace d'une semaine par le gouvernement ukrainien. Il y avait l'histoire du fantôme de Kiev, donc apparemment un pilote de chasse qui aurait abattu à lui seul 3 ou 5 avions russes, je sais plus. Il y avait l'histoire des gars sur l'île des Serpents qui allaient été tous tués héroïquement. Héroïques. Bon, au final, ils sont prisonniers. Enfin voilà, il y a pas mal de mythes comme ça qui sont. Et ce qu'on a du mal à comprendre aussi, enfin que moi du mal à comprendre, c'est que les équipements apparemment utilisés dans cette campagne sont assez anciens. Par exemple, les meilleurs avions ne sont pas dans cette campagne, c'est des vieux avions qui datent d'il y a 20 ou 25 ans, qui sont dans la guerre. Donc, exactement pourquoi ils n'ont pas mis leur dernier chasseur, leur dernier bombardier, je ne sais pas. Il y a quelque chose de curieux dans tout ça. Ouais, moi j'ai l'impression... Puis il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que 90 000 ou 100 000 soldats. Oui, je crois que ça a augmenté un petit peu, mais c'est pas encore énorme par rapport à la totalité de l'armée russe. On n'est même pas à un quart de la mobilisation totale. J'ai l'impression qu'ils testent un petit peu leur armée, voir ce dont ils sont capables. On n'est aussi pas dans une guerre totale, on n'a pas un carpet bombing comme ce que faisaient les États-Unis en Irak par exemple, avec des centaines de milliers de morts civils et tout. Il y a beaucoup de morts civiles, mais enfin pour une guerre entre deux États, c'est relativement peu encore. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'analyses générales qui sortent au bout d'une semaine et je trouve que c'est encore très court pour pouvoir juger. Je rappelle que même la campagne de Pologne pour l'Allemagne en 1939, elle a duré un petit peu plus d'un mois, alors qu'au bout de 2 semaines, l'URSS a pris l'autre moitié du pays, sachant que la Pologne est un petit peu plus petite que l'Ukraine, et sachant aussi que pendant la campagne justement de Pologne en septembre 39, il y avait beaucoup de journaux anglais et français qui se moquaient justement de l'état de l'armée allemande, parce qu'il y avait des tanks qui arrivaient à court d'essence, etc., qui se faisaient prendre parfois d'une manière un peu bête. Donc moi je me préserve de pas mal de il ne faut pas porter de jugement, oui. Non, il ne faut pas porter de jugement. Et puis alors il y a aussi autre chose qui m'étonne, c'est qu'on commence à dire que Poutine a fait des crimes contre l'humanité. Attendez une seconde. Il y a... Je ne sais pas, je ne connais pas toute l'histoire, mais il me semble quand même que la guerre fait partie de la diplomatie. On ne peut pas vivre dans un monde sans guerre, et sans vouloir rappeler des souvenirs historiques. Enfin, les États-Unis, par exemple, ont beaucoup utilisé la guerre depuis 20 ans. Oui, et souvent de manière plus brutale. Souvent de manière plus brutale. Mais je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Poutine de faire la guerre, parce que la guerre, ce serait l'abomination ultime, alors que les États-Unis en ont déjà fait 3 ou 4. Je trouve que ça me paraît complètement non rationnel. Ça contribue, je trouve, à décrédibiliser pas mal le camp de l'OTAN et des États-Unis. Au bout d'une semaine, ils veulent déjà parler de crimes de guerre, etc. Moi, j'ai envie de dire, si je suis pas en plus pro-Poutine dans ce conflit, mais si là, on assiste déjà à des crimes de guerre, c'est que la guerre est déjà un crime de guerre, en fait. Mais voilà, c'est l'impression qu'ils trouvent que la guerre est un crime de guerre. Non, on a fait Nuremberg, le crime contre l'humanité, parce que justement, ils avaient fait des choses qu'on peut faire dans une guerre, mais qui restent un crime. Voilà. Mais est-ce que la guerre est un crime ? C'est un vieux débat depuis saint Thomas d'Aquin, la guerre juste, etc. J'en sais rien. Mais c'est loin d'être une question tranchée. C'est-à-dire que la guerre n'est pas...
quelque chose d'abominable, quoi. Ça peut arriver, c'est ce que disait De Gaulle encore une fois, la guerre, c'est l'axe de l'histoire. Hein. Ouais. La guerre, l'épée est l'axe de l'histoire. Et puis au sens de Clausewitz, c'est la forme extrême de la politique. Enfin, je veux dire, voilà, ça existe, les guerres, depuis le début de l'humanité. Et je me préserverais de surestimer la brutalité actuelle de la guerre, parce que en plus de ça, si l'armée russe au final patine un petit peu, je pense que ça risque de monter beaucoup en intensité, et là on verra vraiment ce que c'est une guerre brutale, et peut-être si ça va encore plus loin, si ça dépasse l'Ukraine, on aura une guerre totale. Mais j'espère que non. Mais enfin, je suis là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être l'armée patine parce qu'elle ne veut pas faire trop de victimes civiles, parce que c'est des cousins, quoi. Je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas envie de... Ils y vont doucement, peut-être parce que c'est des instructions de ne pas y aller trop dur, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a des instructions qui vont un petit peu dans ce sens. On verra comment ça évolue à l'avenir. À mon avis, ça ne peut évoluer que dans le sens de plus en plus de brutalité. Pour l'instant... Sauf si c'est le feu et qu'ils commencent à négocier. En ce moment, on verra. Oui, mais je crois que les négociations... Et ce qui est terrible avec cette attitude, c'est que du coup, on légitimise de façon extraordinaire le côté ukrainien, ce qui le durcit en cas de négociation. Parce qu'il a l'impression que tout le monde va l'aider. C'est ça. Et ça, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas que je trouve qu'il faut pas, mais enfin, il faut... Mais en fait, le camp ukrainien ne veut céder sur rien, et le camp russe veut avoir tout. Donc on est vraiment... c'est toujours comme ça que commencent les négociations. Ensuite, on se met d'accord. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment envie de se mettre d'accord. Mais ça, c'est très possible. Mais on prend des décisions tout à fait extravagantes. Par exemple, la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a un nom impossible, celle-là, elle vient de décider d'interdire Radio Moscou et Sputnik, RT Moscou et Sputnik, comme ça, partout en Europe. Attendez une seconde, c'est pas dans ses pouvoirs. Non, elle a absolument pas... rien dans les traités européens ne lui permet de fermer des agences de presse ou n'importe quoi dans les différents pays. Donc, alors ça veut dire que nous sommes en guerre contre la Russie ? Il y a un peu, il y a un manque de cohérence de ce côté-là. C'est-à-dire, en même temps, on n'est pas en guerre contre la Russie, en même temps, on prend toutes les mesures qui ressemblent à des mesures de guerre, hormis toutes les... Par exemple, il y avait un milliardaire russe qui avait un bateau dans un port français, on vient de lui saisir. Oui, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, je veux dire, mais sur quelle base juridique ? On n'est pas en guerre. Et ça va assez loin, parce qu'il y a même il y a une université en Italie qui a décidé, par exemple, de ne plus étudier Dostoïevski. Il y a l'Opéra de Paris qui a limogé un chef d'orchestre russe. Enfin, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Et non, mais surtout mais rien... je comprends pas. Vous savez, moi, je suis un homme qui respecte le droit. Et je ne comprends pas sur quel texte se fondent ces décisions. Aucun, c'est juste l'émotion. Oui, mais enfin, l'émotion, à ce moment-là, je sais pas. Enfin, je sais rien. Je suis bluffé. On a on a un cadre de droit qui est prévu pour régler ce genre de problème, et on va voir ce que ça donne. Mais on ne peut pas sortir du droit comme ça. Et d'ailleurs, le cas un peu maximal de cette émotion collective, c'est l'adhésion possible de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu dingue, parce que, je veux dire, on a tout le monde refusait de prendre l'Ukraine dans l'Union européenne depuis des années, notamment à cause de leurs problèmes de corruption, parce que aussi leur salaire minimal est beaucoup trop bas. Enfin, je crois que c'est environ 150 €, un truc comme ça. Et là, d'un coup, émotion collective. Mais en plus, comme c'est un pays d'abord qui est très corrompu, et ensuite qui a besoin d'énormément d'argent, ça veut dire qu'il va falloir que le reste de l'Europe dépense des sommes absolument gigantesques pour mettre l'Ukraine à niveau, mais on les a pas. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on les a pas, ces sommes. D'où va venir le fric ? Donc la France va investir comme une folle à développer des trucs en Ukraine, et elle n'investit pas chez elle, alors... C'est bizarre. Oui, c'est encore une fois le règne de l'émotion, et j'ai l'impression que ceux qui veulent absolument ça, en fait, ils sont très loin de toute notion de politique réelle,
et ils sont uniquement guidés par leur émotion. L'émotion, c'est très joli, mais si je peux me permettre, on a l'air d'agir comme celui qui est dans le camp du bien et du bon gagne toujours. Donc il faut être dans le camp du bien. Mais moi, je connais un peu l'histoire, hein, j'ai lu. Et il y a des tas de cas où le camp du bien et du bon a perdu. Et puis c'est peut-être pas le camp du bien et du bon, mais je veux dire, ça arrive que les braves gens perdent, quoi. C'était par exemple, nous en 1940, on a pris une branlée pas possible. On était pourtant très bien. Bien sûr. On avait une excellente réputation, etc. Mais ouais, moi j'ai l'impression que cette question de l'Ukraine, c'est vraiment une impasse, parce que la Russie veut vraiment l'avoir, et les Ukrainiens se sont forgés un énorme sentiment national, et très, très anti-russe maintenant, pour une bonne partie du pays. J'ai l'impression qu'on est dans une impasse, et qu'on va devoir que la Russie en fait va devoir aller dans une fuite en avant. D'ailleurs, il y a déjà des signaux qui vont dans ce sens-là. Ils ont menacé la Suède et la Finlande au cas où ils entreraient dans l'OTAN. Ils ont demandé explicitement, je crois que c'était Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui a demandé à ce que les missiles de l'OTAN présents en Europe retournent à la maison, donc aux États-Unis. Enfin, ils ont des énormes exigences. Aujourd'hui, ils sont traités comme l'ennemi. Donc, à mon avis, ça peut pas bien se terminer à court et moyen terme, cette affaire. Sauf s'il y a des adultes qui viennent dans le jeu, mais je sais pas qui et d'où viendront, parce que c'est pas aux États-Unis qu'ils sont, c'est pas en Europe qu'ils sont, c'est pas à Moscou qu'ils ont l'air d'être. Donc, c'est ce qui s'était passé en 14, en juillet-août 14. Une série de décisions imbéciles nous a amené au suicide de l'Europe. Tout à fait. Et chacun étant persuadé de son bon droit. Hein. Je voudrais parler d'un truc, c'est les sanctions économiques. Donc il y a beaucoup de sanctions économiques qui viennent de tout le camp occidental, et notamment l'Europe. Quels effets ça va avoir sur la Russie, d'une part? Est-ce que la Russie est préparée à ce genre de sanctions? Et aussi quels effets ça va avoir sur l'Europe, parce que ça va également nous pénaliser, nous. Oui, alors, il faut essayer de distinguer. Première question, est-ce qu'ils étaient préparés? Alors moi, j'ai vécu en Grande-Bretagne dans les années 80, ce que tout le monde sait aujourd'hui, j'espère. Et au début des années 80, l'Angleterre était sans arrêt paralysée par un syndicat qui s'appelait le syndicat des mineurs, qui était le gars qui ramassait le charbon. Hein. Et chaque fois que ça commençait à aller, les mineurs se mettaient en grève et tout le monde était obligé de céder parce que sinon il n'y avait pas d'énergie. Hein. Encore une fois, c'était le problème de l'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est que Mme Thatcher a fait en douce pendant 2 ans des réserves de charbon et qu'ensuite elle s'est payée les mineurs. Et donc, ils se sont mis en grève, et tout le monde s'en foutait, parce qu'il y avait 2 ans de... D'accord, ouais. Et eux, ils pouvaient pas tenir 2 ans. Donc, ils avaient parfaitement préparé. Donc, essayons de regarder la Russie aujourd'hui. La Russie aujourd'hui, elle a des comptes courants excédentaires, donc elle vend plus à l'étranger qu'elle n'achète. Tout à fait. Elle a un budget excédentaire, elle n'a pas de dette extérieure, elle n'a pas de dette intérieure, elle a des réserves de change, même compte tenu des spoliations qu'elle vient de subir, qui lui donne entre 1 an et 1 an et demi de couverture de la totalité de ses importations. C'est-à-dire, si elle vend rien à l'extérieur, elle peut encore importer pendant 1 an à peu près sans problème. Or, elle va continuer à vendre du gaz et du charbon et du pétrole au moins à la Chine et à toute l'Asie. Donc, d'une certaine façon, l'embargo qu'on met sur la Russie n'aura aucun effet sur elle. Ils sont parfaitement préparés. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, les gens me disent la Russie c'est minuscule, c'est le PIB de l'Espagne, etc. C'est pas faux, mais 40% des besoins d'énergie de l'Europe, en particulier de l'Allemagne, sont couverts par la Russie. Gaz, charbon et pétrole. Si ça s'arrête, le PIB allemand est très gros, mais il va passer à 0. Ça va être un véritable effondrement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que celui qui risque d'en prendre plein la tête, à cause de ces sanctions, c'est l'Europe. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la nuit d'avant-hier, donc ça fait dans la nuit de lundi à mardi, le prix du charbon dans le monde entier est monté de 60%. Ouais. En une nuit.
le prix du gaz, qui avait déjà quadruplé ou quintuplé, a doublé dans la nuit aussi. Donc. Et toutes ces hausses de prix de l'énergie, même si ce n'est pas de l'énergie qui arrive de Russie, c'est une hausse des impôts sur le consommateur européen. C'est-à-dire que si vous payez 3 fois plus cher pour votre chauffage, ben vous aurez moins d'argent à dépenser pour aller en vacances ou pour faire n'importe quoi. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que celui qui a besoin de l'autre, c'est l'Europe qui a besoin de l'énergie qui vient de Russie. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'en ai parlé déjà une ou deux fois, et je voudrais le résumer à nouveau, c'est que les marchés financiers, les marchés internationaux, les marchés des paiements internationaux, c'est une structure extraordinairement diffuse et compliquée. C'est-à-dire que tout le monde vend à tout le monde couvre ses ventes à terme, enfin c'est des marchés qui sont extraordinairement compliqués, et personne n'y comprend rien. Je veux dire, personne ne sait où... C'est-à-dire que vous tapez là, il y a un gars qui saute là-bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que vous tapez là qu'il va sauter là, c'est qu'il y a un gars qui, par répercussion, va sauter là-bas. Et en particulier, tout ce qui est des produits de marché dérivés. C'est-à-dire les marchés dérivés, c'est tout ce qui permet l'assurance à l'intérieur d'un système économique. Par exemple, vous produisez trop de pétrole, vous allez vendre du pétrole à terme parce que vous trouvez que le prix est bon aujourd'hui, puis il y a un gars qui va l'acheter pour se couvrir contre une hausse ultérieure, voilà. Et donc, par exemple, je ne sais pas, une société pétrolière russe vend sa production pour les 12 mois qui viennent à une banque française, allez, qui se retourne et vend la contrepartie à EDF, allez. Et donc, le Russe, il est content parce qu'il sait que le pétrole sera au moins à 60. EDF, il est content parce qu'il sait qu'il aura son pétrole à 60. Et puis le gars, il était content au milieu parce qu'il a sa commission. Ce que je veux dire, il a acheté, vendu, il est très bien. Mais si d'un seul coup, on dit « Ah ben non, maintenant, on va pas payer le pétrole russe ou on peut pas lui envoyer des euros ou des dollars parce qu'ils n'ont pas plus droit aux euros, aux dollars, etc. » Le type là, il est plus couvert. Ouais. Et donc, il dit à Goldman Sachs ou à la BNP, je suis désolé, mais moi, cas de force majeure, le contrat qu'on a passé entre nous, il est plus valable. Ce qui veut dire qu'EDF est plus couvert. Et EDF, comme maintenant le prix du pétrole est à 110, se dit merde, je suis pas couvert, il faut que je me couvre maintenant, donc ça fait passer le prix du pétrole de 110 à 140. Bon, à toute allure. Et donc, vous avez des milliards de transactions comme ça qui se passent, et vous avez ces types avec des gros doigts huileux et plein de poils qui vont s'amuser à tripatouiller un truc qui est d'une infinie subtilité. Et qui peuvent engendrer des désastres. On a vu ça quand AIG a sauté en 2008-2009 ou quand Lehman Brothers a sauté en 2008-2009. D'un seul coup, tout ce système extraordinairement diffus, mondial, ce réseau qui couvre toute la planète en temps réel, à la million de secondes près, c'est bloqué. Et à ce moment-là, ça veut dire que la vélocité de la monnaie va à zéro. Plus personne ne fait rien. Plus personne ne peut rien faire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces corneaux, ils pourraient nous créer une crise financière mondiale dans le flux du commerce international. Là, c'est pas dans l'immobilier aux États-Unis, c'est dans le flux du commerce mondial. Or, qui sont les banques qui financent le commerce mondial ? Ben, vous le savez peut-être pas, mais c'est les banques françaises qui, depuis toujours, financent le commerce mondial parce qu'elles empruntent des dollars à New York, puis qu'elles vont prêter ensuite à la Corée qui a besoin d'acheter des produits à Taïwan. Allez. D'accord. Et elles se font une petite marge là-dessus. Bon. Mais à ce moment-là, c'est elles qui sont le gars au milieu qui touchait sa commission et qui prenait le risque que l'autre ne livre pas. Ouais. C'est-à-dire que si vous voyez les banques françaises commencer à s'écrouler en bourse, vous savez qu'il y a un loup. Donc ce que je dis aux gens, c'est... Moi, je me méfie terriblement des sanctions, parce que vous prenez une sanction pour taper le gars à gauche, et puis en fait, c'est un gars qui va faire faillite au fin fond de la Creuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'était lui qui avait le produit, puis d'un coup, il ne reçoit pas son paiement de Russie, et donc il saute. Ouais. Donc, quand vous avez un système aussi compliqué que le système des paiements internationaux, avec des assurances et des contre-assurances dans tous les sens, vous ne vous amusez pas à lui donner des grands coups de pied. C'est donner des grands coups de pied dans de la porcelaine, quoi. Ça va tout casser. Et avec les meilleures intentions du monde. Et ils vous diront après, d'ailleurs, le capitalisme ne marche pas, regardez cette saloperie. Oui. C'est ça le plus étonnant. Et donc, non seulement on a des gars qui ne comprennent pas très bien,
mais qui, dans leurs intentions, dans leurs bonnes intentions, peuvent foutre un merdier inimaginable, sans même faire la liaison entre ce qu'ils ont fait eux et le merdier. Laissez-moi vous donner un exemple qui est tout simple. La Russie est un très vaste pays, c'est très grand, c'est le plus grand pays du monde. Bon. Les compagnies aériennes russes ont acheté 530 avions à des sociétés de leasing qui sont en Irlande. Bon, on dit, vous n'avez plus le droit de sortir de vos avions du territoire russe. Ouais. Et l'Europe dit aux sociétés de leasing, il faut que vous récupériez vos avions. Il ne faut plus les laisser aux Russes, on ne travaille pas avec les Russes. Et les Russes disent, venez les chercher. Et parce que nous, on n'a pas le droit de sortir avec nos avions. Ouais. Mais les autres disent, oui, mais nous, si on arrive, on n'aura pas plus le droit de sortir parce que ce sont immatriculés. Donc, vous avez 500 avions, allez, à 250 millions de dollars l'avion, qui sont bloqués. Ça veut dire que toutes ces sociétés en Irlande, qui achetaient les avions de Airbus et qui les vendaient à la Russie, et encore une fois, c'était une transaction comme ça, elles vont sauter. Et on va avoir 500 Airbus à vendre d'occasion. Ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est des trucs avec lesquels, je veux dire, on s'approche de ça avec infiniment de précautions. Or, on a des crétins. Ouais. Mais d'ailleurs, même dans son allocution hier soir, Emmanuel Macron, celle-là, je l'ai pas regardée. Vous vous lassez, mon pauvre ami. C'est au-delà de mes forces, là, maintenant. Enfin, de toute façon, en substance, il n'a pas dit grand-chose. Mais il a dit, parmi le vide qu'il nous disait, que effectivement, possiblement, la croissance allait être touchée cette année à cause des sanctions dernières. Non seulement à cause des sanctions, mais si le prix du pétrole passe de 50 à 100... et que vous dépensez 10 ou 15% de votre revenu en énergie ou pour aller vous balader en voiture, en fumant votre clope avec une voiture diesel, le prix de l'essence va doubler, donc vous allez avoir beaucoup moins d'argent à dépenser ailleurs, donc ça veut dire que vous allez avoir une récession. Ouais. J'ai vu, je crois que c'était dans un article de l'Opinion ou Les Échos, que tant que le baril de pétrole était au-dessus de $44, la Russie pouvait financer son État et son armée. Oui. Donc effectivement, ça va pas forcément beaucoup les toucher. Non, mais bougez pas, les gens ont besoin de pétrole, ils ont besoin de charbon, ils ont besoin de gaz. On est à 117 ce matin, ou je sais plus quoi. Bon, ça veut dire que la Russie peut vendre le tiers de ce qu'elle vendait avant et continuer à financer son budget et son armée. Ouais. Non ? Puisque le pétrole a triplé, quoi, donc c'est vite vu. Donc je sais pas moi, mais maintenant les Russes vont comprendre qu'ils ont peut-être intérêt à produire le moins possible et à vendre le moins possible. Un autre exemple, Nord Stream 2. Ouais. Nord Stream 2 qui était une société suisse, à Gay, dans le canton de Zoug, je crois. Elle vient de déposer le bilan. Ah oui. Oui, puisque c'est logique. Elle avait 300 personnes qu'elle s'apprêtait à ouvrir ces trucs. Bon, on lui dit vous ouvrirez jamais. Bon, il dépose le bilan, mais ça veut dire que les milliards et les milliards que les Shell, etc., ont mis pour développer Nord Stream 2, ils valent zéro. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Pour moi, ça ne peut avoir du sens que si les sanctions économiques sont censées durer peu de temps. Mais là, je pense que c'est parti pour durer, et à mon avis, c'est une sanction. Mais plus ils sanctionnent, plus on en prend plein la gueule. Ouais. Pour moi, ça ne fait que favoriser la fuite en avant de l'armée russe sur ensuite le reste de l'Europe. Soi-disant la résistance de l'armée ukrainienne, puisque j'ai toute l'Europe derrière moi et les États-Unis, il faut que je résiste, ça va bien. Donc, je sais pas, moi je trouve que tout ça, c'est une histoire de fou. De toute façon, le temps nous vérifiera ce genre de choses. Mais à mon avis, effectivement, ça risque de pas bien se terminer. Et l'Europe risque, d'ici quelques mois, effectivement, d'être en sérieuse difficulté. Si on a une récession considérable en Europe, parce que le prix du pétrole, le prix de l'énergie, je sais pas quoi d'autre, et puis nos ventes, ou j'en sais rien, ou notre production a baissé, bon, très bien.
mais à ce moment-là, ça veut dire un creusement des déficits budgétaires gigantesques. Et c'est pas comme si nos déficits budgétaires étaient sous contrôle, quoi. Puis alors les gens se réjouissent parce que l'armée allemande va renaître de ses cendres. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle que l'armée allemande. Je sais pas si c'est une excellente nouvelle. Je pense. Je dis rien. Je pense en tout cas que lorsqu'on voit l'Allemagne mettre 100 milliards d'euros dans son armée, je pense que l'Allemagne de son point de vue a raison, mais je pense que la France devrait réagir en disant bah nous on en met le double quoi. Pour moi, il faut remilitariser. Pendant une grosse partie du 19e et du 20e. Mais moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que l'armée, quand je les vois défiler sur les Champs-Élysées et tout, ce qui est toujours très émouvant, les types, ils ont 22 ans. Une armée, ça suppose un pays où il y a une classe jeune. Or, ça fait ça fait 30 ans que le taux de fertilité des femmes allemandes est à 1,2. Ouais. Donc, il n'y a pas un gamin en Allemagne. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais il y en a quelques-uns, j'imagine. Mais il n'y a pas... Ce que je raconte souvent, c'est que maintenant, pour il y a 4 grands-parents qui, en Italie, n'ont qu'un petit enfant. Pour chaque petit enfant, il y a 4 grands-parents. Et ils n'en ont pas plus, en moyenne. Ça veut dire que l'armée italienne, elle va du mal à avoir des conscrits. Puis le conscrit, personne ne va vouloir qu'il soit tué, parce que si vous avez 4 grands-parents qui ont mis toute leur affection sur un seul morpion, vous pensez bien qu'on ne va pas le sacrifier, celui-là. Bien sûr. Donc, je sais pas, tout ça, ça me paraît complètement... Et c'est pour ça que je pense, je réfléchis un peu à moyen et long terme, je pense que la France a peut-être... Si le conflit se généralise, et à mon avis, il faut prévenir ce genre de risque, donc il faut remilitariser aujourd'hui, parce que j'ai vu un rapport militaire qui disait qu'en substance, si l'armée française était dans une guerre totale, on aurait des munitions pendant 6 jours. Et ensuite, on peut tenir un front, on peut pas avoir 2 fronts. Tout à fait. Donc, pour moi, il faut remilitariser là, maintenant, tout de suite. En plus, dans le même rapport, il disait qu'il faudrait pas énormément de temps pour remettre l'armée à un bon niveau, mais il faut prendre ce temps quand même. Une demi-année ou une année complète. Je sais pas si on va avoir le temps, mais à mon avis, il faut le faire dès aujourd'hui. Et voilà, tout simplement racheter énormément de munitions, peut-être moderniser l'armée, favoriser le recrutement, etc. Parce qu'en plus de ça, si le conflit se généralise, il est assez probable que face à l'Occident, la Russie perde, et donc l'Europe d'après, il faut absolument pas qu'on doive son succès ni aux Américains, parce qu'il faut essayer le plus possible de limiter leur emprise. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une guerre. Hein. Tout à fait, oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'avec l'aide des Européens, ils pourraient le faire cette fois-ci. Et d'autre part, il est formellement... Ah oui, ça dure. D'autre part, je dirais qu'il serait extrêmement dommage de laisser aussi l'Allemagne avoir le beau rôle dans cette guerre. Et je dirais, c'est une nation qui est si vous gros envoyez démilitarisée. des troupes allemandes traverser la Pologne pour aller taper sur la Russie en Ukraine, ça va rappeler des bons souvenirs. Hein. Ouais, mais je sais pas combien de temps ça va durer, parce que aussi ils sont dans un état déplorable militairement parlant. Et en plus de ça, si jamais toute l'armée russe se met en branle, la Pologne risque de pas résister extrêmement longtemps. Et derrière, Berlin se situe à 60 km de la frontière. Donc pareil, je sais pas si Berlin... Non, mais je crois pas une seconde que Poutine va aller vers des pays de l'OTAN, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est une alliance offensive et défensive, et qu'il prend tous les pays de l'OTAN sur la tête à la fois. Donc il ira peut-être sur des pays qui sont pas dans l'OTAN, comme la Géorgie, peut-être, j'en sais rien, mais je pense pas qu'il ira vers l'OTAN. Ça me paraît complètement fou. Alors, ça paraît fou, effectivement. Il n'y a pas vraiment un intérêt. Mais pareil, je sais pas non plus s'il avait un grand intérêt à envahir l'Ukraine. Donc, ça faisait 14 ans qu'il était en guerre contre l'Ukraine, et ça faisait 14 ans qu'il bombardait, que les Ukrainiens bombardaient la région du Donbass, donc il en a peut-être plus un peu marre. Quoi. Ouais. Et alors, selon vous, dernière question, quelle devrait être la position de la France
À l'heure actuelle, les choses ont rapidement évolué. Je vous avais posé un peu la même question la semaine dernière. Est-ce que pour vous, la France devrait vraiment prendre position stratégiquement, ou est-ce qu'on doit rester dans une forme de neutralité, non-alignement ? De toute façon, on a pris position. On a pris position pour l'Ukraine, on a pris position pour... maintenant, il faut espérer qu'on va pas... Je sais pas, qu'on va pas demander à nos troupes qu'on a envoyées en Roumanie de passer la frontière, parce que à ce moment-là, ça serait de la folie. Donc j'espère simplement qu'on va rester dans ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire des postures verbales. On va voir comment ça évolue. À mon avis, encore une fois, moi je suis pas un énorme connaisseur, mais je suis beaucoup les analyses de Philippe Fabry, j'avais dit déjà la semaine dernière, et lui il reste sur sa thèse que le conflit va se généraliser. Et d'ailleurs, il est possible que même si la Russie attaque un pays qui n'est pas dans l'OTAN, mais qui voudrait y rentrer, comme la Suède ou la Finlande, il est possible que l'OTAN réagisse quand même. Les Russes, ils attaquent assez peu la Finlande parce que ça leur a pas laissé que des bons souvenirs. Tout à fait. Effectivement, j'avais vu une photo très très drôle l'autre jour. C'était une photo d'une forêt ensevelie de neige. Et la légende disait trouver le sniper finlandais, et en fait il y en avait partout. Ils étaient introuvables. Non, mais ça, la Finlande, c'est un pays qu'il ne faut pas envahir, c'est connu ça. C'est un peu comme l'Afghanistan, si vous voulez, c'est des pays où on ne va pas. Mais pour moi, il y a un risque, notamment avec les Baltiques, parce que, surtout pour un fait très simple, c'est que à peu près tous les pays européens ont fermé leur espace aérien à la Russie. Ce qui fait que, à cause de la présence de la Lituanie, entre la Biélorussie et la petite région de Kaliningrad qui donne sur la Baltique, ils ne peuvent plus rejoindre le territoire national et la petite région de Kaliningrad par avion. Et donc ça va forcément créer un problème logistique énorme. Oui, on coupe le territoire. Alors après, je sais pas, peut-être qu'ils vont passer un accord. On va pas mourir pour Kaliningrad, on n'est pas mort pour Danzig, on va pas mourir pour Kaliningrad, faut pas rigoler. Ça vaut beau être la Prusse à l'époque, mais n'exagérons rien. Non, je crois qu'il faut pas, je pense pas que qui que ce soit ait intérêt à ce que le continent européen s'embrase. Et puis en plus, encore une fois, pour faire une guerre, il faut avoir des jeunes. On n'en a pas. C'est vrai. Donc, après, on verra. Il y a quand même beaucoup de volontaires qui vont déjà à Kiev. Alors, je pense qu'il y en aurait encore davantage. Il faudrait surtout attraper Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et les envoyer se battre à Kiev. Ça serait à mon avis une excellente chose, puisqu'ils sont d'accord pour que les gens se tuent. Il faut les mettre en première ligne. J'aimerais bien voir BHL en première ligne. Et j'ai vu aussi une réflexion de Raphaël Enthoven qui allait dans ce sens-là. Enthoven, Glucksmann, BHL, on les met. Enthoven, il veut la guerre totale, mais après quand on lui dit vas-y toi, il dit non mais moi je serais plus utile avec un clavier qu'avec un fusil. Voyons. Dans la grande tradition, là on n'est pas tellement avec Charles Péguy, on n'est pas tellement avec tous ces gens-là, on est vraiment chez les planqués qui veulent envoyer tous les petits jeunes qui viennent déjà de se prendre 2 ans de Covid. Voilà, ça me paraît très bien. Donc on va voir comment la situation évolue, hein. Je pense qu'on va rester sur ce thème pendant pas mal de temps. Oui. Dans cette salle de conseil de guerre. Voilà. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission évidemment en entier. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.